Ah, Bruno Le Maire, quel homme, et on commence à le connaître quand même, le bougre, hein. Ça fait 7 ans qu'il est ministre de l'économie à faire le sale boulot pour Macron, 7 ans qu'il attend son heure, une heure qui arrive bientôt avec les présidentielles de 2027. Et là, il y a vraiment une chance pour lui, c'est qu'au niveau du budget de l'État et tout ça, il y a pas mal de trucs à faire, hein, ça va pas très fort, et du coup, il passe très souvent à la télévision en ce moment pour présenter de nouvelles réformes. Et évidemment, chaque réforme, c'est des coupes budgétaires, et c'est autant d'occasions pour lui de passer à la télé, de montrer sa tête, de se présenter comme un courageux responsable, de se présenter comme un lanceur d'alerte d'une situation inquiétante dont il saura pourtant maîtriser les conséquences, comme un bon gérant de l'entreprise France devant des millions de téléspectateurs. Surtout que dans quelques mois, là, c'est les élections européennes. Si, alors, je te jure, il y a les élections européennes. Enfin, on n'est pas au courant parce qu'on s'en fout un peu, mais il y a les élections européennes. Et après ce truc-là, ça va être directement les présidentielles, en fait. Et du coup, ça va être très important pour lui de peser à ce moment-là. Donc c'est l'occasion parfaite de sortir un livre, et c'est ce qu'il a fait, un livre-programme pour sa candidature en 2027. Enfin, il l'assume pas comme ça, mais c'est ça en fait. Ça me rappelle un truc, un ministre de l'économie qui prépare une campagne présidentielle pour prendre la place de son patron et qui sort un livre-programme. Ça, j'ai l'impression de me faire avoir comme avec les vieux Star Wars où c'est toujours le même scénario, tu sais. Mais pour être président, il faut pas juste sortir des livres et passer à la télé, il faut aussi convaincre des gens. Et surtout l'électorat macroniste, c'est-à-dire une bonne partie de la classe moyenne et une bonne partie des personnes âgées et aisées. Et il doit surtout convaincre ceux qui ont mis Emmanuel Macron au pouvoir, c'est-à-dire les riches, les industriels et les financiers. Donc comment est-ce que Bruno Le Maire prépare-t-il sa campagne présidentielle ? C'est ce qu'on va voir ensemble en analysant son passage télé. Bon, on va pas se mentir, la plupart de l'interview, c'est assez énervant parce que c'est que de la langue de bois, genre ça, tu vois. Je vois la nécessité d'accélérer les changements de notre modèle économique et de notre modèle social au niveau national comme au niveau européen. Alors là, il a rien dit. Il a parlé, il a mis des mots-clés dans une phrase, mais il n'a absolument rien dit de concret, tu vois. De santé, je prends l'exemple des transports médicaux. Le débat est sur la table. Et je pense qu'il est bon que tout le monde le regarde sereinement. Nous dépensons plus de 5 milliards d'euros chaque année pour les transports médicaux. Est-ce qu'on peut faire mieux pour moins cher ? J'en suis convaincu. Comment alors ? Et cet argent, il ne s'agit pas d'économiser pour le remettre dans le budget de l'État, il s'agit juste de répondre aux besoins criants de financement des hôpitaux publics, des services d'urgence et des personnes qui sont les plus malades. Donc là c'est fort, parce que du coup la politique de Bruno Le Maire a détruit les hôpitaux en France, et vu que les hôpitaux sont détruits, ça justifie pour Bruno Le Maire le fait de détruire les ambulances. C'est une boucle infinie de... Tout ce qui est détruit permet de justifier tout ce qui va être détruit en permanence. Mais évidemment, il fait ça pour nous protéger en toute responsabilité. Évidemment, c'est Bruno Le Maire, hein, mais il le fait quand même. Retenez bien ça parce que quand même, casser les ambulances pour quelques milliards, alors que dans le même temps, on apprend que le CAC 40 en 2023, ils ont fait 150 milliards de profits. Ils ont filé presque 100 milliards directement à leurs actionnaires, d'accord ? Mais évidemment, le problème, c'est les ambulances, c'est nous. On appelle les ambulances parce qu'on sait pas quoi faire le samedi après-midi, voilà, c'est de notre faute. Et c'est pas du tout le problème des conseils d'administration des multinationales qui se gaffent comme jamais. Non, évidemment. Il n'y a pas de lutte des classes dans cette société, messieurs, dames, il y a juste une bonne gestion économique à faire avec des gens protecteurs et responsables, c'est tout. Et genre, en parlant de responsables, Bruno Le Maire, il appuie vraiment là-dessus. Quand nous avons défendu cette franchise à 1 euro pour les médicaments, je pense que c'était une décision responsable qui permet de garantir la protection de ceux qui en ont plus besoin. Et même à l'Assemblée nationale, il fait le malin en prenant la parole et tout, c'est assez impressionnant. Une société de la responsabilité, c'est ce que nous avons fait en doublant la franchise sur les médicaments, et une société de l'innovation et de l'investissement pour maintenir la croissance de notre pays. Sauf qu'il ne devrait pas faire le malin comme ça, parce qu'en réalité, tu as des petits chiffres qui viennent de sortir là. Le bilan du déficit de l'État français, c'est catastrophique, c'est 150 milliards, c'est énorme. Et tu as une dette nationale qui continue d'augmenter. Donc le type qui est au ministère de l'économie depuis 7 ans, qui passe dans tous les médias pour nous vendre comme quoi c'est un type responsable, a le pire bilan comptable de l'histoire récente de l'État français. C'est quand même fou ce niveau de foutage de gueule. Et c'est important parce que d'habitude les technocrates en costard cravate, experts machin, ils se défendent en disant mais non, mais la comptabilité, les bilans, le déficit et tout, c'est comme ça qu'ils arrivent à vendre leur légitimité. Et du coup, si même ton seul truc où tu essayes d'être légitime, en fait t'es le pire d'entre tous, en fait t'es rien du coup, t'es plus rien. T'as même un député, les Républicains, bon ça vaut ce que ça vaut, je suis d'accord, mais qui a dit qu'en gros le gouvernement il avait maquillé les comptes pour faire passer une de ses lois de finances. Que dès le mois d'octobre, ils avaient une alerte sur le fait qu'il allait manquer 30 milliards. Et que ça ne les a pas empêchés de bâtir et de présenter au Parlement cette hypothèse de budget totalement insincère, avec une prévision de croissance de 1,4%. Oui, il y a eu un maquillage des comptes du pays. Alors on va voir après que c'est assez réducteur de parler que de chiffres, mais rendez-vous compte quand même du culot, quoi. Je veux dire, le gars, il te regarde droit dans les yeux, et il te ment
honteusement comme ça, quoi. Le mec, il devrait rentrer chez lui, tête baissée, démissionner, mais non, il fait le fier encore plus que jamais, quoi. Quoi que disent ces gens, ils défendent leur intérêt. Tu vois, et ça il faut jamais l'oublier, même si des fois ils disent des trucs que ça peut nous toucher ou ça peut toucher des gens qui nous sont proches et tout, non, ils défendent toujours un intérêt, donc c'est pour ça qu'il faut toujours les voir de haut pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il y a derrière eux, derrière leur discours, derrière toutes leurs annonces, tu vois, parce qu'il y a toujours quelque chose. Et donc la question c'est où trouver le pognon pour pouvoir après réemprunter du pognon sur les marchés financiers et remplir ce déficit. Et ben là Bruno Le Maire, lui, il a essayé déjà avec Macron, c'est les retraites, tu vois, sauf que les retraites, le problème c'est que ça a foutu quand même un petit bordel dans le pays, il y avait des sites qui étaient bloqués, des jours de grève et tout, alors les syndicats ils ont bien cadré pour pas que ça déborde, mais c'était pas une très belle image de la France à l'international au point de vue des investisseurs. Donc maintenant, c'est plus les retraites, son cheval de bataille à Bruno Le Maire, c'est le chômage. Nous avons aujourd'hui un dispositif d'assurance chômage dans lequel, au bout d'un délai qui est court, 2 ans, on peut accéder à la durée d'indemnisation la plus longue, 18 mois. Alors on peut se dire c'est bien, c'est très protecteur, parfait. On peut se dire aussi, ce que je crois, que dans le fond, c'est ce qui entretient un taux de chômage à 7% comme niveau le plus bas en France. Et moi, je ne m'y résous pas. Alors, selon les analyses, ça dépend du temps, ça dépend de qui fait quoi, comment on compte les trucs, mais en général, globalement, tu as 10 fois plus de chômeurs que d'emplois vacants. Voilà. Donc, même si tu prends tous les chômeurs et que tu les forces comme ça à prendre n'importe quel emploi, dans la théorie où tous ces emplois existent vraiment et qui ne sont pas illégaux, tu vois, si tu les forces comme ça, en fait, tu réduis que de 10% le chômage. Parce qu'en fait, tu restes 90% des gens qui ne peuvent pas trouver de boulot parce qu'il n'y a pas de boulot. Donc ils peuvent pas trouver de boulot, puisqu'il n'y a pas de boulot. Et ce qui est rigolo, c'est que, tu sais, à chaque fois, ils font des reportages télé en disant « Mais oui, mais regardez ce restaurateur ou cet agriculteur qui n'arrive plus à trouver des gens pour faire de la manœuvre et tout. » Bah, ce que devrait faire l'État, c'est laisser faire. Et du coup, comme ça oblige les gens à augmenter les salaires. Voilà. Et si c'est vraiment des trucs indispensables, tu vois, genre imaginons ouvrier agricole, il faut qu'on trouve des gens, il n'y a personne, il faut qu'on ait des ouvriers agricoles, on peut imaginer l'État qui aide à subventionner certains emplois agricoles, tu vois, parce qu'en fait les agriculteurs sont dans la merde. Voilà, on prend dans les marges de l'agro-industrie qui se fait des milliards sur le dos des agriculteurs pour pouvoir financer des emplois de manœuvre agricole, pour pouvoir soulager un peu le travail des agriculteurs. Et il y a plein de trucs à faire en fait une fois que tu as en possession un État, hein, c'est fou, hein. Bref les gars, au lieu d'augmenter les salaires, ils demandent à l'État de réprimer les chômeurs. C'est ça qui est en train de se passer. Et vu que tu as tous les chômeurs qui se battent dans un marché du travail de plus en plus pressurisé, bah forcément ils acceptent n'importe quel boulot, notamment ceux avec les salaires le plus bas possible. Et ça arrange les patrons parce que c'est incroyable en tant que patron de voir que tu as plein de profils différents pour un seul poste et que si tu veux augmenter ta production, tu as plein de candidats pour la main-d'œuvre pour augmenter cette production-là. Et il y a un article très bien ce mois-ci sur Alternative économique qui parle du chômage d'ailleurs. Alors je vous résume le truc, hein, mais en gros ils disent que tu as de moins en moins de personnes qui sont indemnisées à cause des nouvelles règles chômage, donc qui sombrent dans la misère littéralement, et tu as de plus en plus de travailleurs qui sont précaires, qui sont obligés d'enchaîner les petits boulots. Et les nouvelles règles, elles impactent surtout ces personnes-là, ceux qui doivent enchaîner les boulots, et aussi les jeunes et les non-cadres. Donc en gros, quand ils disent que le chômage, ça permet de gagner plus d'argent que le travail, déjà, premièrement, c'est factuellement faux. Deuxièmement, leur réforme, ça tape pas sur ceux qui sont longtemps au chômage, ça tape sur ceux qui doivent enchaîner les petits boulots parce qu'il y a que ça en fait. Et il y a un autre truc aussi que je trouvais assez fou, que je savais pas moi, que peut-être que, je sais pas si toi tu savais, mais l'Unédic là, tu sais, le truc qui gère, il récupère le pognon et les redistribue, de l'assurance chômage. Du coup, eux en fait, ils sont excédentaires, mais genre largement excédentaires. 2024, c'est quasiment 3 milliards. Et en 2027, ils seront à 11 milliards d'excédent. L'Unédic, l'assurance chômage. Donc c'est-à-dire qu'on cotise beaucoup plus que ce qu'on touche. Donc on file de l'argent et c'est tout, on file de l'argent. Et c'est ça, en France, on va se retrouver avec énormément de taxes, d'impôts et de cotisations et avec de moins en moins de services à côté. Ça veut pas dire qu'il faut nous enlever les cotisations, les taxes et machin, ça veut dire rendez-nous nos hôpitaux, rendez-nous notre chômage, rendez-nous notre sécu en fait. Enfin rendez-nous, on va pas attendre que vous nous le rendiez, évidemment, on va le prendre ce truc-là et on va le faire. D'ailleurs 11 milliards c'est beaucoup et c'est beaucoup plus que ce que nous on a besoin au Canard réfractaire pour fonctionner. Hein. Parce que nous on est financé pas par des milliardaires ou par des subventions, je sais pas trop quoi, on est financé que par vos dons. Donc si vous voulez qu'on puisse continuer notre travail et faire la quasi dizaine de vidéos qu'on fait par semaine sur nos 2 chaînes YouTube, eh ben tu peux aller en description et nous soutenir dans notre campagne de financement pour gagner notre indépendance et continuer notre travail. Merci d'ailleurs à tous les donateurs, on va atteindre je pense les 40 000 € avant la fin du mois et ça c'est très très bien, on est en avance sur notre programme, donc continuez à partager, à nous soutenir, c'est vraiment top. Bref, l'assurance chômage qui était déjà saccagée, en fait elle devient une espèce de pompe à fric
énorme pour l'État. La question est, qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout ce pognon qui nous prennent des hôpitaux, de l'État et tous ces trucs-là? On va voir ça après. Pour aller à 12 mois d'indemnisation, Gabriel Attal a dit « je suis pour aller encore plus loin ». Aujourd'hui, c'est 18 mois en moyenne. Vous êtes pour aller aux 12 mois? Je partage totalement l'appréciation du Premier ministre. Je pense qu'il faut un dispositif d'assurance chômage où on touche à la durée. Il faut bien se rendre compte, genre par exemple dans le bâtiment, il va y avoir probablement 150 000 licenciements dans les années à venir. C'est-à-dire que toutes les personnes du bâtiment, là, vous risquez tous d'être au chômage à un moment ou à un autre. Du coup, vous allez directement être visé par ça parce que vous avez cotisé toute votre vie et vous allez vous retrouver avec aucun droit et être obligé d'accepter n'importe quel boulot pour n'importe quel patron ripou. C'est ça qui va se passer. Et ce qui se passe pour le bâtiment, ça concerne en fait des millions de personnes qui, parce qu'à cause de la désindustrialisation, à cause des manques d'investissement, à cause de plein de choses, se retrouvent sans taf et sans pouvoir taffer en fait. Donc ça, je pense que c'est un truc à bien mener, à bien comprendre que c'est pas le chômage. C'est notre chômage. Alors après, ça ne veut pas dire que c'est forcément un très bon système sur toute la ligne, et qu'il ne faut pas tout changer dans ce bordel-là. Je suis le premier à dire ça, d'accord? Mais quand ils attaquent le chômage, c'est quand même notre chômage qu'ils attaquent. Tu vois ce que je veux dire? Et après, Bruno Le Maire, il parle du chômage des seniors. Et là, c'est vraiment masterclass, parce qu'en gros, il dit que tu as beaucoup de chômage chez les seniors, parce qu'en fait, les entreprises les virent parce qu'ils veulent plus de vieux dans leur entreprise. Je constate juste que nous avons un taux d'emploi des plus de 55 ans qui est un des plus faibles de tous les pays développés. Je trouve ça révoltant. Quel gâchis de compétences, quel gâchis d'expérience. Et vous pensez que si on réduit les allocations, ça boostera le travail des seniors? La seule solution, il n'y a pas de solution miracle. Je dis, regardons cette solution-là, parce qu'aujourd'hui, quelle hypocrisie. En réalité, on vous construit tout un système qui vous met du chômage à la retraite directement et on se passe de vous. Et du coup, pour faire en sorte de baisser le chômage dû aux entreprises qui recrutent plus de vieux et qui balancent leurs vieux, ils vont sucrer le chômage des vieux. Comme ça, les vieux qui veulent déjà bosser, qui ne peuvent plus déjà bosser, seront obligés de sombrer dans la misère, dans le RSA et de faire les 15 heures par semaine, là, tu sais, hebdomadaires, obligatoires. Ce qui fait que les patrons vont avoir toute une nouvelle manne de main-d'œuvre qu'ils vont pouvoir exploiter très facilement, ou alors les collectivités, les mairies, les trucs qui vont pouvoir, les assos qui vont pouvoir faire ça aussi. Voilà, ça va être très bien, ça va être plein de micro-emplois financé par l'État qui va concurrencer tous les autres emplois pour renforcer la pression sur le marché du travail et favoriser encore les grandes entreprises. Par contre, pour faire passer toutes ces lois là sur les réformes chômage, il faut que ça passe au Parlement. Et ça passe aussi un peu dans la rue, des fois il y a des grèves ou des trucs comme ça, mais il faut aussi que ça passe par l'UNEDIC. Et l'UNEDIC, c'est pas géré par l'État, c'est géré par des syndicats de salariés et de patrons. Et en ce moment, le conseil de l'UNEDIC avec les syndicalistes là, ils sont un peu vénères avec le gouvernement. Donc tu as une résistance minime, mais une résistance quand même de l'UNEDIC face aux réformes de l'État. Et pourtant, tu as l'État qui veut absolument détruire le chômage pour pouvoir pressuriser les salaires, pour pouvoir avoir des excédents avec des milliards, pour pouvoir investir après ailleurs, comme on va le voir plus tard. Du coup, comment est-ce que l'État va faire pour contrer un peu cette résistance-là? Bruno, il a une petite idée sur le sujet. Et je vais encore plus loin dans le livre. Je pense qu'il faut laisser l'État gérer ce sujet. Oui, vous les nationalisez. Oui, parce que je pense que la responsabilité des partenaires sociaux qui ont un rôle majeur à jouer dans notre pays, les syndicats ont un rôle majeur à jouer dans notre pays, c'est l'organisation de l'entreprise, c'est la défense des droits des salariés, c'est la protection des salariés dans les entreprises, et c'est un rôle décisif. Mais la gestion des personnes qui n'ont pas d'emploi, qui doivent en reprendre un, pour moi, c'est à l'État de s'en occuper. Et vous avez vu son hypocrisie, quoi. Genre, il dit oui, les machins, c'est des concepts de c'est pas aux travailleurs de gérer le chômage parce que les travailleurs, ils travaillent, ils sont pas aux chômeurs. Enfin, tu peux dire exactement l'inverse, ça marche aussi. Il tire ça de son chapeau, alors que la vérité, c'est que les syndicalistes l'emmerdent et qu'il veut passer par-dessus. C'est tout, ça va pas plus loin que ça. Mais surtout, d'un point de vue des riches, des industriels, des bourges, des oligarques, mais la situation, elle est très très bien. La situation, elle est très très bien parce que l'État remplit parfaitement son rôle. Il obtient des résultats qu'aucun autre gouvernement n'a réussi à obtenir pour la bourgeoisie française. Non mais je veux dire, l'État français, il file 200 milliards par an d'aide aux entreprises. Il subventionne d'immenses investissements privés sous excuse d'écologie et de guerre. Les profits du CAC 40 n'ont jamais été aussi hauts. Les spéculateurs de la dette nationale se raffolent des taux d'intérêt élevés. Tu as des impôts sur les sociétés qui a baissé. Tu as Bernard Arnault qui est redevenu récemment l'homme le plus riche du monde. Et les industriels français, ils signent énormément de contrats à l'étranger grâce à leur commercial d'honneur Emmanuel Macron. C'est pour ça que Léa Salamé,
Elle fait semblant d'être idiote, parce qu'elle n'est pas idiote, mais elle fait semblant d'être idiote et dépolitisée en posant cette question-là. Oui, discours de vérité et de liberté. Oui, discours de vérité et de liberté. Certains y verront peut-être du libéralisme, mais en tout cas, c'est un discours de vérité où vous... Alors que non, l'État aujourd'hui n'arrête pas de se renforcer avec la Macronie et il est de plus en plus indispensable pour les industriels et les grandes entreprises s'ils veulent maintenir leurs profits et s'ils veulent mater la population. Et aussi, comme le précise le maire, de jouer un petit peu au niveau des investissements. Moi, je plaide pour le recours à des financements privés massifs. Je plaide pour que, pour 1 euro d'argent public, il y ait plusieurs euros d'argent privé qui soient déployés. Et oui, donc le rôle de l'État, c'est d'investir aux côtés des entreprises privées sans jamais rentrer dans le capital. Donc juste filer notre fric à nous, des ACDIC, des retraites, de la sécu, des hôpitaux, là, aux industriels, et c'est tout. Voilà. Donc en gros, on va payer les multinationales via l'impôt, et puis après, on va payer les multinationales en achetant leurs produits, tu vois. Du coup, on envoie 2 fois notre pognon aux multinationales pour qu'eux, ils puissent envoyer un gros tas de pognon dans les marchés financiers via les dividendes. Et une fois que c'est dans les marchés financiers, on ne revoit plus le pognon, hein, c'est perdu. Hein. Alors qu'en France, la production industrielle a tendance à baisser, donc ça ne fonctionne pas vraiment. Et les seuls projets qu'il y a, c'est des projets d'usines de voitures électriques ultra robotisées qui va créer en fait très peu d'emplois. Évidemment, les investisseurs étrangers, si leur projet c'est d'avoir une usine avec plein d'employés, ils vont pas le faire en France, ils vont le faire en Chine, ils vont le faire en Inde, ils vont le faire en Afrique, ils vont le faire je sais pas où, mais pas en France en tout cas. Et d'ailleurs, à noter aussi, et ça c'est important à comprendre, c'est pour ça que le libéral se rend débile, c'est que l'État il prend une place de plus en plus importante dans la coordination industrielle, notamment au niveau de l'armement, où les budgets d'ailleurs ils ont éclaté. Il n'y a plus de budget pour les hôpitaux, mais pour les industriels de guerre, là il y en a du budget, hein. Ils ont doublé le budget militaire, là. Macron il est trop content de dire ça. Parce qu'évidemment la guerre est bien plus profitable aux grandes bourses du pays que les hôpitaux publics. Hein. Les industriels veulent la guerre, alors l'État français va chercher la guerre et finance la guerre et organise la production puisque les capitalistes n'arrivent pas forcément à le faire, donc c'est l'État qui se charge de ça. Il parle même de plus en plus fréquemment d'économie de guerre, c'est-à-dire de plier toute la société entière pour relancer une industrie de l'armement et faire tourner cette industrie-là. Et dans ce système, la place centrale, c'est celui des marchés financiers, parce qu'en fait, c'est par là que l'État s'endette pour avoir un déficit et continuer de financer malgré son déficit, tu vois. Et donc, il faut qu'il donne des gages de confiance à chaque fois, en permanence sur les marchés financiers. Et comment est-ce qu'on fait pour donner des gages aux marchés financiers ? On annonce qu'on va récupérer plein de milliards pour pouvoir les rembourser ensuite. Et puis en multipliant aussi les prises de parole dans les médias. Et à 2 reprises, j'ai eu des discussions avec les représentants de Standard & Poor's et j'ai expliqué pourquoi nous avions des finances publiques qui étaient solides et que nous savions où nous allions. Pour que le jour où il y a un événement grave qui touche la France, ça peut être une nouvelle pandémie, ça peut être une situation de sécurité majeure, nous ayons les réserves financières nécessaires pour, une nouvelle fois, protéger nos compatriotes. Ce qui fait que l'État se retrouve en permanence dans une situation où, pour continuer à satisfaire les intérêts des plus riches, il faut qu'il satisfasse les intérêts des financiers. Ce qui fait que de plus en plus, on va avoir 2 choix entre la rupture et la continuité. Mais genre une vraie rupture, hein, c'est-à-dire une rupture où on peut se passer des marchés financiers, une rupture où on récupère les multinationales pour pouvoir organiser la production qui nous est nécessaire, etc., etc. Un vrai truc vénère, quoi. Bref, on avait hésité à faire soit cette vidéo sur Bruno Le Maire, soit avec Attal, parce qu'il est passé aux 20h il y a pas longtemps, mais bon, Le Maire c'est chiant à écouter, Attal c'est insupportable, donc je vous ai épargné ça. Et c'est marrant quand même de voir le voleur, le flic et l'abruti se battre par médias interposés pour savoir qui sera le plus radicalement pro-Bourges afin de succéder à Macron à l'Elysée, quoi. Toi, il faut comprendre, c'est quand même un palais avec de l'or partout, donc t'as envie de vivre là-dedans, hein. Et dans cette interview, Le Maire, il se positionne clairement. Il a été pendant 7 ans celui qui a défendu avec constance l'intérêt des oligarques, des riches et des bourges et les multinationales françaises, et il continuera à le faire. Et toutes les propositions que là, Bruno Le Maire fait, c'est des propositions où l'État se renforce et multiplie les investissements pour permettre à toutes les grandes entreprises de pouvoir maintenir leurs profits dans une situation de grande crise économique. Bref, quand tu vas avoir une grosse crise qui va arriver pour X raisons, Bruno Le Maire fait la promesse dans ces interviews-là qu'il sera capable d'utiliser l'État pour planifier l'économie lorsque les capitalistes n'arriveront plus à rien et de relancer une production. Et si ça doit passer par la guerre, et ben ça passera par la guerre. Bref, toi, t'en as pensé quoi de Bruno Le Maire, de cette interview ? Est-ce que tu penses qu'il a une chance de gagner en 2027 ? N'hésite pas à répondre par commentaire et à débattre avec les autres gens. Merci en tout cas à tous les donateurs qui permettent qu'on puisse travailler tous les jours et de vous faire ces vidéos-là. J'espère que nos contenus vous plaisent. Et on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir plus de vidéos. Et puis voilà, des bisous, à la prochaine.